Salut à tous et bienvenue sur Trait d'Esprit, ce format filmé monté dans lequel je te parle directement sur le vif, sans script, d'un concept, d'un sujet ou d'une idée. En l'occurrence, on va parler ici arme à feu, rapport à l'arme et on va évoquer l'affaire de Kyle Rittenhouse. On va recontextualiser un petit peu. C'est qui ce mec, qu'est-ce qui s'est passé, etc. pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Kyle Rittenhouse, c'est un mineur qui, aux États-Unis, dans le Wisconsin, à Kenosha, pour être précis, eh bien, a fait usage d'une arme à feu et a tué 2 personnes, il en a blessé une 3e. Au niveau de l'arme qu'il a utilisée, c'est un AR-15. Donc l'AR-15, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça ressemble à ça. Donc c'est un fusil typique américain qu'on retrouve dans la plupart des films de guerre, etc. C'est un fusil, c'est une arme d'épaule qui a été utilisée justement à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des émeutes de protestation suite à la mort de Jacob Blake. C'est un Afro-Américain qui a été tué de 7 balles par un policier blanc. Suite à cette affaire, en fait, on a eu des émeutes, justement, qui ont eu lieu, notamment à Kenosha, et Kyle est venu pour protéger les commerces des dégradations et des pillages, tout simplement. Il faut savoir que aux États-Unis c'est un peu différent. On n'a pas la police comme en France qui va fonctionner par cordon tout autour d'une manifestation plutôt pacifique. Là c'est plus une police qui va sécuriser certaines zones précises et pas juste entourer une manifestation. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis ils ont mis en place des milices citoyennes pour s'auto-protéger un petit peu des violences de rue. Alors, en fait, cette affaire, elle a tout de suite divisé le pays entre la droite et la gauche, on va dire, parce que bon, c'est un peu différent aux États-Unis, mais directement, en fait, on a des gens comme Trump qui se sont mis du côté de Kyle Rittenhouse, et on a la droite américaine qui, un petit peu, a érigé Kyle comme un totem, un petit peu, du Second Amendement, du droit des armes, et c'est une affaire, un fait divers, qui pose des questions qui sont beaucoup plus fondatrices, beaucoup plus profondes, que juste quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Enfin voilà, là on a des questions sur justement le droit de se défendre, sur le Second Amendement, sur l'arme à feu, est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est un problème, sur finalement de nombreuses choses, notamment le wokisme, notamment la cancel culture, le rapport aux armes à feu, les notions, on va dire, conservatrices, les valeurs conservatrices. Toutes ces choses-là sont des questions qui sont vraiment le cœur de cette situation de Kyle Rittenhouse. Hop, j'ai pris quelques notes quand même parce que voilà, certes c'est sur le vif, mais il me faut quand même quelques notes pour ne pas dire n'importe quoi, surtout sur des images qui ont été très précises. Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Faut savoir que la vidéo où on voit Kyle qui a été filmé au téléphone portable, je vais la mettre à la fin de ce trait d'esprit et je te mettrai en plus le lien dans la description, comme ça tu pourras te faire ta propre idée. Ça c'est quelque chose qui est très important, te faire ta propre idée de la situation. Je vais analyser un petit peu les choses. Eh bien déjà on commence par Kyle qui n'est pas en train de faire face à la foule avec son arme prêt à tirer. C'est quelqu'un qui va être dos à la foule en train de fuir. Il est en train de courir, ok? Ça pose déjà l'ambiance. Parce qu'on s'imagine tout de suite que le gars il était en train d'ouvrir le feu sur une foule et tout. Non. En fait Kyle, comme dit, il est en train de courir et en fait il y a des agresseurs multiples tout autour de lui. Des agresseurs qui vont être équipés avec des bâtons et également un des gars qui va avoir une arme à feu, une arme de poing, donc toute petite, hein, et ce mec là va faire feu en l'air. Tu pourras le regarder dans la vidéo à la fin de celle-ci, tu pourras t'en rendre compte tout simplement. Sauf que le problème c'est qu'à ce moment là Kyle il est dos à la foule qui est en train de courir vers lui. Et il entend un tir de quelqu'un qui est derrière et qui tire en l'air. Sauf que quand on est dos, on voit pas si le tir il est en l'air ou direction du coup vers Kyle. Donc Kyle naturellement à ce moment-là il doit se dire est-ce que quelqu'un est en train de me tirer dessus? Ça pose un petit peu les bases de la réflexion de Kyle à ce moment-là. C'est important. On le voit ensuite qu'il va vers un cul-de-sac. En fait il court comme ça, il va vers un espèce de parking et là il y a trop de voitures et il est un petit peu acculé contre ces voitures et il peut pas continuer sa démarche de fuite. À ce moment-là, c'est là où il va faire feu 4 fois, puis 3 fois, et c'est là où ça va être quand même très compliqué.
Si on fait le parallèle avec la France, la légitime défense en France, c'est une agression qui doit être réelle. Donc quelque chose, c'est pas imaginaire, c'est quelque chose qui est réel. Kyle, il est en train de se faire courser par des gens armés, dont un gars qui a une arme de poing qui a tiré en l'air. Donc en termes de réalité, on est quand même sur un moment assez intense de la vie de ce jeune homme. Ensuite, elle doit être actuelle. Donc c'est pas quelque chose qui a eu lieu 10 minutes avant, 20 minutes avant, 2 jours avant, ça doit être maintenant. Et là, il est en train de se faire courser par des gens. Donc, on est sur quelque chose qui est actuel. Et il faut que ça soit injustifié, donc Kyle, en fait, il n'est pas en train de combattre, il est en train de fuir, il n'est pas dans une posture agressive, il est en train d'essayer de prendre la fuite. Donc, on n'est pas sur une agression justifiée, il n'est pas en train d'user de son arme actuellement. Et là, on est en France, c'est la légitime défense française, sachant que là, ce qui se passe, c'est plus aux États-Unis, et en fonction des pays, la légitime défense va changer. La réponse de Kyle, si on était en France, bien entendu, elle doit être immédiate. En fait, si on regarde la vidéo, il tire pour se dégager, pour faire cesser en fait l'agression des gens qui sont en train d'arriver sur lui. On voit également qu'après le tir, il prend son téléphone pour appeler. On ne sait pas s'il appelle les services médicaux, on ne sait pas s'il appelle les secours ou pas, mais si il appelle les secours, c'est une très bonne chose parce que c'est ce qu'il faut faire justement pour aider les victimes. Alors, ensuite, donc sa réponse, elle est immédiate, elle est nécessaire, parce que vu qu'il est bloqué, en fait, il ne peut pas faire autrement qu'user de son arme, parce que si il pouvait fuir, bah là, la réponse n'est pas nécessaire, mais là, il est bloqué. Et elle doit être immédiate, comme dit, il tire sur l'instant et il ne continue pas à faire feu, sachant que la plupart des gens, avec le stress, auraient sûrement vidé un chargeur. On en reviendra avec la notion de stress un peu plus tard dans la vidéo. Pour finir, Kyle, en fait, il craint surtout pour sa vie. Il est dans ce qu'on appelle un état de nécessité. C'est soit il fait usage de son arme, soit il meurt. Donc, en réalité, on se retrouve avec une légitime défense qui est respectée. Et c'est pas pour rien que Kyle a été acquitté à ce moment-là. Hein. C'est parce qu'il respecte les principes de légitime défense, même ceux qui sont en France. Ensuite, la vidéo continue, parce que ça, c'est la première phase de combat de Kyle. Et ensuite, justement, il est au téléphone et des manifestants arrivent et lui choisit de reprendre la fuite. Il vient de faire feu avec son arme et il choisit de fuir. Donc c'est une bonne chose aussi, il n'a pas enchaîné avec des tirs directs. Donc ça, c'est cool. Et il continue à fuir. On lui a reproché justement que quand il fuit, il tient son fusil d'assaut, son AR-15, en posture basse. Faut savoir que Kyle utilise une sangle 1 point, donc c'est une sangle en fait qui, comme son nom l'indique, s'attache en 1 point sur l'arme, donc il y a un seul crochet on va dire qui tient l'arme, et du coup quand on court avec un fusil, eh bien il va falloir le tenir, sinon eh bien en fait il va taper dans les jambes, il va taper dans les parties génitales, et c'est pas super cool de courir en se faisant tabasser les jambes avec son fusil. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une position agressive, c'est une posture qui est naturelle quand on court avec une arme à feu. Si il était en posture qu'on appelle dite de contact, posture haute, là effectivement ça aurait été plus compliqué, mais là le canon est vers le bas, donc c'est juste un acte de déplacement. On va continuer. À ce moment-là, donc Kyle est toujours en train de fuir, et on a un mec en blanc qui arrive par derrière, qui tente de lui mettre un coup directement comme ça, et qui essaye de se saisir de son arme, mais qui n'y arrive pas. Première phase. On a d'autres personnes qui vont petit à petit intervenir, notamment du coup un individu avec un skateboard, et à ce moment-là en fait Kyle va tenter de se retourner pour voir un petit peu ce qui se passe, et là c'est le drame, hein, comme dit, il tombe, il chute au sol, et il se retrouve au sol. Et là, on a une succession, donc on a toujours le mec en blanc qui arrive, on a un autre gars qui vient lui mettre un gros coup de pied au visage, hein, ce qu'on appelle traditionnellement le pied-bouche, sauf que Kyle il est au sol, donc c'est un peu compliqué, et on a un gars qui est armé d'un skateboard qui va venir le fracasser avec pour ensuite essayer de saisir son arme. Donc là on est dans une situation qui est complexe pour Kyle, hein, parce que quand t'es au sol et qu'il y a, jusqu'à là actuellement il y a 4 individus sur lui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est à ce moment-là en fait que Kyle va faire feu sur l'individu au skateboard qui tente de saisir son arme, sûrement pour la retourner contre Kyle. Il fait feu une fois.
Donc il y a une maîtrise du tir, c'est ce qu'on appelle un tir de riposte. Le tir de riposte, c'est vraiment pour faire cesser la menace immédiate. Il faut savoir qu'il vient de prendre un coup de skate, en plus d'un coup de pied. Il est au sol, il est dans une posture très fâcheuse. Et tirer une fois déjà, sous stress, c'est super intéressant d'avoir la lucidité de n'ouvrir le feu qu'une seule fois. Ensuite, tout ça c'est fait. Kyle donc fait son tir de riposte pour faire cesser l'agression. On a un autre mec qui arrive, et cette fois-ci c'est le mec qui a l'arme de poing. Donc une arme à feu dans sa main. Et ce qui est très intéressant sur la vidéo, c'est que justement, on a cet individu armé qui fait un geste pour dire « je ne suis plus dangereux, je ne suis pas une menace », comme s'il réalisait que tiens, le mec qui est au sol, il a quand même un fusil d'assaut. Donc là on se pose déjà la question de l'intelligence de situation, de se dire est-ce que c'est une bonne idée d'aller tenter de faire un corps à corps avec un mec armé d'un fusil d'assaut? Est-ce que c'est intéressant d'essayer d'aller le défoncer alors qu'il a l'air d'avoir une supériorité du feu? L'instinct de survie chez chaque personne est différent, là faut se poser la question, peut-être que l'instinct de survie était moins développé chez certains, peut-être. Enfin, personnellement, je n'aurais pas choisi d'aller attaquer quelqu'un avec un fusil, hein. Clairement, je n'ai pas les capacités pour arrêter les balles, donc je préfère éviter. Mais certains font d'autres choix, comme on peut le voir dans la vidéo. Et du coup, cet individu fait signe de « je ne suis pas dangereux, même si j'ai une arme de poing, je ne sais pas grave ». Kyle, à ce moment-là, il a la lucidité pour baisser son arme, alors qu'il était déjà en train d'épauler. Il baisse son arme, et à ce moment-là, le gars se dit « c'est mon moment, c'est la chance de ma vie, je vais pouvoir aller défoncer ce mec ». Et il se jette sur lui, sauf que malheureusement, eh bien, Kyle fait feu, encore un coup, pour faire cesser cette agression de cet individu qui va avancer sur lui. Il cesse, à ce moment-là, de tirer. Donc il a tiré une fois pour lui dire « hey, stop, on arrête là hein ». Et à ce moment-là, il va aller carrément se rendre au niveau de la police, vraiment main en l'air et tout, il tient pas son arme et tout, il va directement de lui-même voir la police. Donc d'un point de vue légitime défense, ça se tient. Ça se tient, et la particularité aussi, un truc qui est assez intéressant sur la vidéo, c'est que celui qui va secourir le mec qui avait l'arme à feu, eh bien c'est un milicien, donc c'est un collègue de Kyle Rittenhouse. C'est un truc quand même à noter. Donc tout ça, on a vu. Donc oui, il faut vraiment recontextualiser. Déjà, on est aux États-Unis, on n'est pas en France. Comme je l'ai dit, les manifestations là-bas sont différentes. On a ce phénomène de milice, on a un rapport à la violence qui est différent aussi. Donc, comme dit, la situation, elle est très stressante. Que ce soit pour Kyle, que ce soit pour les agresseurs, que ce soit pour les gens autour, c'est vraiment le bordel. Et à partir du moment où on est sous stress, eh bien on est plus con. On est vraiment débile. Hein. Faut savoir que le stress, c'est vraiment quelque chose qui va nous impacter. Kyle, il a quand même réussi à rester très pro dans sa façon de gérer la situation. La plupart des gens auraient pété un câble et auraient ouvert le feu en vidant le chargeur sur les gens qui étaient en face. Kyle, il a réussi à rester maître de la situation, et c'est quelque chose qui est intéressant. Le seul problème, c'est qu'il est mineur. Et effectivement, en tant que mineur, il ne devrait pas être équipé avec une arme à feu, comme ça, un fusil d'assaut. Effectivement, il aurait dû être majeur pour pouvoir intervenir. Pour moi, il est trop jeune à ce niveau-là, mais malgré son jeune âge, il a, pour moi, très bien réagi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Donc, on va revenir un petit peu sur le stress. Parce que la plupart des gens qui ont regardé ça n'ont jamais vécu ce genre de situation, d'être armé ou d'être face à une personne armée, et ne comprennent pas toutes les décisions, tous les tenants et aboutissants qui sont liés au stress. C'est quelque chose dont je parle, que ce soit l'adrénaline, le stress, dans le prochain livre que je vais sortir qui s'appelle « Au secours, j'habite en ville », petit manuel à l'usage des bonnes gens, qui sortira bien entendu d'ici quelques temps, et dans lequel tu vas pouvoir retrouver tout ce que je vais te dire par rapport à la notion de stress. Et bien entendu, je perds mon stylo, incroyable, hein, forcément. Hop, voilà, on est reparti. Donc, le stress. Déjà, la violence est complexe. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Tout va beaucoup plus vite, tout se passe beaucoup plus proche de ce qu'on imagine, et avec beaucoup plus de violence. C'est pas les combats chorégraphiés qu'on retrouve dans les films. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment... qui nous dépasse, clairement.
faut savoir que à partir du moment où tu portes une arme sur toi, comme Kyle, il l'a vécu justement cette expérience, eh bien il faut éviter le corps à corps. Parce qu'à partir du moment où on est au corps à corps, l'individu en face, eh bien il peut tout simplement se saisir de ton arme et la retourner contre toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve principalement dans les arts martiaux, surtout du coup en France, où on va être très corps à corps. Mais quand on est tout seul face à d'autres individus, aller au corps à corps, c'est la mauvaise décision. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se retrouver dans des fâcheuses situations. Donc il faut être capable de garder la distance à partir du moment où on est armé. Quand je parle d'être armé, je m'adresse plutôt aux policiers, je m'adresse plutôt aux militaires, hein, bien entendu. Voilà. On va venir sur un sujet qui est intéressant. Est-ce que tu connais la boucle ODA? O-O-D-A. La boucle ODA, qui a été du coup créée par le colonel John Boyd, j'espère que je prononce bien. ODA, ça veut dire observer, orienter par rapport à l'information, décider, agir. En fait, chaque individu va avoir sa propre boucle ODA. On commence du coup par observer, par s'orienter, donc c'est-à-dire en fait un traitement de l'information. Et ensuite, on va décider de la réponse qui est appropriée, et ensuite on agit. 4 étapes. Chaque action qu'on va vivre réinitialise notre boucle ODA. Et c'est là-dessus, sur ce phénomène de reset, de recommencement, que se base la stratégie militaire du choc et effroi. C'est-à-dire qu'en fait, dès que ton agresseur ou que ton adversaire fait quelque chose, toi, ta boucle, elle recommence en fait. C'est-à-dire, tiens, il y a un point qui se dirige vers moi, tac, je commence ma boucle ODA, observer, ainsi de suite. Hein. Et bien, si je vois un autre mouvement et tout, et bien pareil, je recommence ma boucle ODA, tout simplement. Et donc, c'est ce qui se passe en fait avec Kyle, avec la situation en fait. Que ce soit l'agresseur, que ce soit Kyle, eux, ils font leur boucle en même temps. Et la particularité, c'est qu'un agresseur va, lui, être à l'étape 4 de la boucle, quand toi, tu n'es qu'à l'étape 1 en fait. C'est-à-dire que lui a déjà décidé de te frapper d'une certaine manière, donc il est déjà dans agir, alors que toi, tu es dans observer. Donc c'est ce qu'on appelle du coup l'effet de surprise, et c'est pour ça que souvent, la personne qui frappe en premier gagne un combat, parce que justement, ta boucle n'a pas le temps nécessaire pour se terminer avant de recevoir le point. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de ne pas trop se poser de questions. Beaucoup de personnes vont se poser trop de questions. Tiens, un point se dirige vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans quelle étagère? Oh tiens, le ciel, le machin, le truc. Il faut essayer d'aller au plus simple en fait. Ce qu'on appelle le KISS, Keep It Simple Stupid, ou garde les choses simples idiot, le less is more finalement. Donc c'est-à-dire en fait juste de se dire ok, mon agresseur est en train de me frapper, tac, quelles sont les cibles que je peux impacter, comment, et c'est tout. Tout simple. Est-ce qu'il est armé? Voilà, paf, et on intervient. Plus on a de possibilités, plus on va mettre du temps à choisir. Donc plus les 2 premières étapes de la boucle vont être longues, et donc moins, en fait, plus longtemps on va réagir, mettre de temps à réagir. Tout ça, j'en parle dans le bouquin, tu pourras aller beaucoup plus loin, je vais t'expliquer tout ça. Alors, il faut savoir que sous stress intense, 92% des policiers ratent un tir à 6 mètres. Si jamais tu as déjà fait du tir sportif, 6 mètres, c'est pas énorme. Pour rater dans des conditions normales un tir à 6 mètres, il faut y aller. Quand on est sous stress, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'avec l'élévation du rythme cardiaque, on va avoir une perte de motricité fine. La motricité fine, par exemple, c'est le fait de pouvoir écrire. C'est tout ce qui est des petits gestes très complexes, très délicats, très minutieux. Et en fait, on va avoir uniquement ce qu'on appelle le gross motor skill, donc l'habilité motrice grossière. Donc les gestes très simples, un peu d'homme de Cro-Magnon, comme ça, genre comme ça. Tous les gestes simples, on va les avoir, mais pas le reste. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est la réduction de la vision périphérique. On ne voit pas ce qui se passe autour. Là, par exemple, je ne verrai pas mes mains. Ça fait ça. Et en plus de ça, on va avoir un regard qui va avoir tendance à se fixer sur un truc, par exemple la main de l'agresseur, le visage, n'importe, et qui va rester focus là-dessus. Donc ça, c'est déjà compliqué. En plus de ça, on a un rapport aux distances qui devient complètement merdique. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire peut-être que le gars il est à 10 mètres de nous, alors qu'en réalité il est à 2 mètres. On ne voit, en fait, la profondeur va être beaucoup moins perçue qu'à l'accoutumée, tout simplement. On va également avoir des problématiques
d'ordre auditif. C'est-à-dire que parfois on ne va pas entendre un coup de feu, on ne va pas entendre son nom, on ne va pas entendre quelqu'un crier. En fait, on a des déficiences auditives qui peuvent s'installer, et surtout on peut avoir et rentrer dans une boucle comportementale. La boucle comportementale, ça veut dire qu'on va être en train de répéter que ce soit une technique, un geste ou des paroles. Et croyez-moi, c'est ultra chiant. Et crois-moi, 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 c'est ultra chiant. Donc ça, c'est tout ce qui peut arriver quand on est sous stress. Avec l'adrénaline, on a quand même quelques avantages. Notamment, le premier avantage, c'est qu'on ne sent pas la douleur. Ce qui est quand même plutôt bien. À la base, c'est conçu pour, si jamais on est en train de se faire bouffer par un truc, et bah justement, pour pas sentir qu'on est en train de se faire bouffer et pouvoir continuer à combattre. Donc ça, c'est cool. Et le deuxième point, c'est une espèce de vasoconstriction qui va faire que tu vas saigner beaucoup moins. Ça, c'est des trucs à connaître. Parce que dans certains arts martiaux, on va t'apprendre des points de pression, on va t'apprendre à tout ce qui est des techniques de contrainte par la douleur. Mais si la personne est sous adrénaline à très haut niveau, et bien en fait, tout ce qui est douleur ne fonctionnera pas. Même des frappes, parfois, tu pourras le taper, ça fera rien. Ok ? Faudra que je te parle également justement de tout ce qui est les drogues qui peuvent intervenir sur un individu et comment ça peut justement jouer là-dessus et du coup faire en sorte qu'il ait encore moins de douleur, qu'il soit plus efficace, etc., etc. Parce que ça peut arriver. Mais on en parlera dans une autre vidéo et j'en parle dans le bouquin justement. Alors, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. J'ai pris des notes qui m'ont strictement servi à rien. C'est parfait. C'est parfait. Oui, dernier point. Quand on a une arme à feu, contrairement à ce qu'on voit dans les films on se dit ouais, le gars il est agressif et tout, à partir du moment où on porte une arme à feu, c'est une énorme responsabilité. C'est un outil qui est lourd de sens et qui étrangement fait en sorte qu'on est plus calme. Parce qu'à partir du moment où on a les moyens de faire cesser une agression par la dernière des solutions, la solution létale, eh bien ça assoit une certaine autorité et ça assoit du coup un comportement beaucoup plus posé de la part de celui qui porte une arme. Faut le savoir. C'est pas parce que t'as une arme que du coup t'es très agressif. Et ça veut pas non plus dire que parce que tu portes une arme, t'es pas agressif. Mais d'un point de vue général, le port d'une arme fait en sorte que t'es quand même plus tranquille. Voilà. Pour tout ce qui est les États-Unis, le port d'armes, etc., je te conseille d'aller voir French HDS. C'est un Français qui vit maintenant aux États-Unis, en Louisiane, le pays des crocodiles et tout, et qui du coup parle des armes à feu et parle justement des États-Unis. Donc c'est assez intéressant. Si tu veux aller plus loin dans ce domaine, je te conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, qui est vraiment très sympathique et j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà pu faire une vidéo notamment chez lui. Donc je lui renvoie un peu l'appareil ici. Ensuite, si on continue un petit peu le comparatif avec la France. Les tireurs en France ne sont pas formés à bouger avec leurs armes. Sauf ce qu'on appelle le TSV, les tirs sportifs de vitesse, hein, l'IPSC, tout ça. Mais ça reste une très petite part des tireurs. Mais les tireurs ne sont pas formés là-dessus. Le tir de défense, il est également très mal vu. C'est pas enseigné en fait. C'est pas enseigné, pourtant c'est nécessaire pour finalement connaître la loi, connaître la légitime défense. Parce que avoir une arme au domicile, il faut être dans la connaissance justement de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment ça fonctionne. Nul n'est censé ignorer la loi et comment est-ce que tu veux invoquer la légitime défense si tu ne sais pas ce que c'est. C'est compliqué. Il faut maîtriser ça. Avant de pouvoir maîtriser le tir, les trucs, il faut être capable de citer les articles de loi, il faut être capable de comprendre comment fonctionne, quelle est la mécanique de la légitime défense pour pouvoir agir en respectant les lois et ne pas aller trop loin ou autre par rapport à son arme à feu. Et je pense que ça, c'est une responsabilité qui devrait être chez tous les tireurs. Tous les tireurs devraient maîtriser, que ce soit l'état de nécessité, que ce soit la légitime défense, toutes ces lois relatives justement à la protection, même la protection du domicile, il faut apprendre. Les connaissances et les compétences sont clairement la base de tout. Il faut être capable d'apprendre en continu et de se tenir au courant et d'être curieux par rapport au monde, surtout quand on possède une arme à feu au domicile, surtout quand on se dit que peut-être un jour on sera amené à l'utiliser. Eh bien, comme le dit Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ce philosophe qui est Spider-Man, il a totalement raison.
À partir du moment où tu fais le choix d'avoir une arme à feu, tu deviens un citoyen qui doit être conscient des choses, qui doit être un citoyen modèle et qui doit être un exemple. Parce que c'est une grande responsabilité, mais c'est également un grand pouvoir. Je cite Spider-Man dans mes vidéos, mais c'est incroyable. Oh, trop bien. Je pense qu'on a dégrossi la situation. Je pense qu'on a, en parlant un petit peu de Kyle Rittenhouse, j'adore mon accent anglais, on a pu voir un petit peu ce que c'était que les armes à feu, mais ce n'est que le début. Je te propose de continuer dans un prochain trait d'esprit la notion des armes à feu. On va parler notamment des anti-armes, forcément c'est important. On va parler du mouvement anti-armes Never Again, plus jamais ça, qui aux États-Unis est représenté par Emma Gonzalez. On va parler des gun free zones, de l'armement du personnel enseignant, de la notion du droit de se défendre, et également du port d'armes citoyen, hardpack, unpacked, tout ça. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Merci à ceux qui m'ont demandé justement de traiter le sujet des armes à feu. Comme dit, je lis les commentaires, je prends en compte les remarques, et bah du coup si je peux satisfaire les gens, eh bien je le fais. C'est ce que je fais dans cette vidéo. Donc merci à eux de m'avoir demandé ce travail-là. Je pense que justement, on va se retrouver sur le Discord pour pouvoir en parler un petit peu en vocal, faire un débrief de la situation. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça t'intéresserait justement qu'après un trait d'esprit comme celui-ci, on discute tous ensemble sur un live un petit peu du sujet du trait d'esprit ou d'autres choses, faire un petit live d'1 heure un petit peu après la publication de la vidéo. Est-ce que ça te tente? Si oui, tu me le fais savoir en commentaire. Autre point, n'hésite pas justement, enfin pense à t'abonner, pense à liker, pense à en parler autour de toi, aux gens avec qui tu discutes, aux gens que tu apprécies, pour que le projet puisse grandir et qu'on puisse tout simplement aider un maximum de monde. Le dernier point, pense à t'équiper sur undersurvival.com. Undersurvival.com, c'est un site qui vend du matériel du coup médic, du matériel tactique, du matériel outdoor et des bouquins aussi. C'est un peu de tout, c'est un petit peu une boutique survivaliste, mais c'est surtout une boutique qui renoue avec l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand tu reçois un colis de chez Undersurvival, de la Undersurvival Company, tu reçois par exemple une lettre noire. C'est une lettre, comme son nom l'indique, noire, avec un intérieur doré, et qui est cachetée à la cire avec le T de Tagline, je te le fais à la main, je te parfume la lettre, et en plus de ça, tu reçois dedans des énigmes, des secrets qui te permettent, sur le site internet, de découvrir des pages secrètes. Il y a des trucs vraiment complètement cachés, il y a des musiques, il y a des vidéos, il y a des jeux, il y a plein de choses qui sont cachées dans le site internet, donc je te conseille de faire un tour, d'aller voir. En plus, nos tarifs sont vraiment de qualité, nos produits sont très bons aussi, et franchement, ça permettra aussi de faire vivre le projet, puisque l'idée c'est effectivement de te transmettre des connaissances, de te transmettre du savoir, et si possible aussi de te transmettre des outils pour ton indépendance, pour ta résilience, tout simplement. Merci à toi, franchement, et souviens-toi que quelques minutes de ton temps peuvent sauver des vies, à commencer par la tienne, et c'est déjà pas mal. Donc là c'est la fin de la vidéo, donc normalement je mets un petit peu de fumée, comme d'hab, hein. Et aujourd'hui je vais pas te raconter une blague, je vais faire des bulles. Incroyable, non? Il se passe toujours des trucs à la fin des vidéos, c'est fou. Ah ok, je suis vraiment mauvais quoi. Allez. Oh, mais non, je suis vraiment en train de rater là. Ouais, il y en a 4. Ouais, trop bien. Ah, je suis en train de me mouiller, c'est terrifiant là. Allez. Ouais. Non, pas la tablette est en train de prendre trop cher, c'est pas grave. Je le fais pour toi, toi qui me regardes. C'est pas magnifique? Franchement, on s'amuse, hein? C'est incroyable. Voilà, c'est pas magnifique? Est-ce que tu t'attendais à cette fin? Franchement, je pense pas. Une dernière pour la route. Voilà. Merci à toi.